Nous accueillons pour cette conférence Denis Tillinac qui va nous rejoindre. Denis. Voilà. Je le laisse s'installer au podium. Une rapide présentation, s'il en était besoin, en fait, de Denis. Cher Denis, on vous a demandé d'évoquer dans votre intervention la déconstruction. Mais je devine en tout cas que vous allez surtout nous parler de la France. Car la France est votre souci constant et le sujet de presque tous vos livres. Dans le dernier, vous avez écrit ceci. Dans une maison de famille dont on hérite, manoir ou masure, divaguent les mânes des ancêtres. Quels que nous soyons, nous remontons du fond des âges. Et plus loin, la famille, fût-elle recomposée, reste pour l'affectivité une matrice irremplaçable et pour la transmission un espace privilégié. Ce livre, vous l'avez intitulé « L'âme française ». Je sais que vous en préparez un autre dont vous nous parlerez sans doute aussi. Cette âme française, Denis Tillinac, vous l'incarnez dans vos écrits, par votre langue. Vous avez commencé dans la presse, à la montagne, en Corrèze, où vous avez vos racines. Il y a des Corréziens manifestement ici. Vous en avez tiré un journal, donc Spleen en Corrèze, et depuis, vous avez enchaîné la publication de romans et d'essais couronnés par d'innombrables prix. Je cite, entre autres, le prix Jacques Chardon, le prix Roger Nimier, le prix Kléber-Adens pour Maison de famille, autant d'écrivains, les hussards, dont vous avez hérité l'impertinence et une forme d'esprit qui fait de vous un homme libre et inclassable, même si l'on vous a rangé parmi les fondateurs de l'école de Brive, aux côtés de Claude Michelet. J'ajoute que vous avez dirigé pendant 15 ans les éditions de la Table Ronde, maison bien connue des hussards. Pour votre part, vous vous réclamez souvent de D'Artagnan et des mousquetaires de Dumas, liés par un pacte d'amitié, lui aussi bien français, et que l'on pratique la manif pour tous. Enfin, je précise que vous êtes membre de l'Académie catholique de France et de la Ligue nationale de rugby. Cher Denis, nous vous écoutons. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Permettez-moi en préalable de remercier Ludovine de la Rochère et son équipe de m'accueillir ici parmi vous. Je ne parlerai pas de la France, je m'en excuse, mais ce que vous avez cité suffit amplement pour témoigner de mon amour de la patrie. Ce que je vais vous dire concerne plus directement la cause qui nous importe à tous. Toutes les civilisations ont sacralisé la fécondation et la gestation des êtres humains, toutes. Toutes les civilisations ont distingué les fonctions maternelles et paternelles. Toutes ont valorisé les liens de cœur et de chair entre une mère et son enfant. Toutes ont ordonné l'expression du sentiment religieux, les formes de l'imaginaire collectif et l'architecture du psychisme individuel sur les bases de l'altérité des genres. Féminin, masculin, animus, anima, disait Jung. On naît fille ou garçon en préalable à la conscience de soi. On devient telle femme ou tel homme au sein de tel environnement culturel. Cet invariant a présidé à la distribution des rôles politiques, économiques, culturels et symboliques dans toutes les sociétés humaines. La singularité de notre civilisation, gréco-romaine et judéo-chrétienne, aura été d'émanciper le genre féminin d'une fatalité qui prédéterminait, en les ritualisant, son statut social, les faits et gestes de sa vie quotidienne, son image dans le regard d'autrui. Sans cesser d'être la fille de ses parents, l'épouse ou la compagne du père des enfants qu'elle a mis au monde, la femme a accédé par étapes à la plénitude des prérogatives jadis réservées aux hommes. C'est l'honneur de l'Occident christianisé d'avoir libéré la moitié du genre humain d'un assujettissement longtemps tenu pour irrémédiable, y compris dans notre vieux pays, où la latinité a laissé des traces de machisme. Elles s'effaceront à terme, même en Corrèze. Tant mieux pour l'avenir de l'humanité, car cette libération,
initié par les préceptes évangéliques, tend à devenir universelle, même dans les contrées où elle peine quelque peu à s'épanouir. Oui, c'est l'honneur de l'Occident christianisé d'avoir imposé, dans le droit, dans les mœurs, le respect d'un sexe qui n'avait rien de faible, sinon peut-être sa masse musculaire. Mais ce sera la ruine de l'Occident et un désastre pour le monde entier si la récusation de l'altérité des genres réduit la femme et l'homme aux acquêts d'un agglomérat d'individus banalisés. En effet, au long de son histoire, notre civilisation a enfanté, à la jonction de Vénus et de la Vierge, d'Aphrodite et de Marie-Madeleine, la figure variable d'un éternel féminin. En parallèle à l'idéalisation de la femme, ont hébergé ses chevaliers servants, le troubadour, le gentilhomme, le poète, autant de modèles masculins voués à l'adulation d'une féminité qui toujours s'est évadée de son identité pour accéder au ciel d'une légende. En libérant la femme, l'Occident n'a cessé de l'auréoler d'un mystère qui a enluminé sa créativité. Elle est l'égale de l'homme sur tous les registres de la vie dans la cité, mais elle continue de l'enchanter, de le subjuguer. Son amante, sa collègue ont été, sont ou seront des mères, et ça les ennoblit. Toute notre histoire de l'art depuis le paléo-chrétien, toute notre littérature depuis le Moyen-Âge jusqu'au surréalisme inclus, témoigne de la complexité, de la richesse, de la splendeur des liens noués dans l'amour entre l'homme et la femme. Ils ont adouci les cœurs, affiné les esprits, domestiqué les pulsions, apuré les fantasmes. Ils ont hissé les âmes à l'altitude où leur liberté donne sa vraie mesure. Toute notre spiritualité, toute notre sociabilité, toute notre esthétique, toute notre érotique même, rendent un écho merveilleux à l'altérité des genres. L'animus sans l'anima, le même sans l'autre sont condamnés à l'orphelinat mental et au pire des autismes. Le même ne peut pas faire l'amour avec le même, sous peine de sombrer dans le narcissisme ou de s'abrutir dans l'onanisme. Un phallus n'est pas un vagin, et Freud nous a appris combien ce distinguo, repéré sous toutes les latitudes par n'importe quel enfant en bas âge, pèse lourd dans l'édification d'une personnalité. Un homme dans la force de l'âge peut féconder plusieurs femmes le même jour. Il faut une patience de 9 mois pour qu'une femme mette un nouvel humain au monde, et cette différence se reflète dans les affectivités d'une mère et d'un père. Une paire n'est pas un couple, une femme n'est pas le fac-similé d'un homme ou inversement. Un papa et une maman, un papy et une mamie, c'est pas du pareil au même. Et si l'on inverse les rôles, c'est toujours l'enfant qui paye l'addition. Il la paye encore plus cher si on les confond. Chacun sait cela de la science la plus sûre, celle des épousailles entre le cœur et le simple bon sens. Et pourtant, au sein de notre société, une idée folle a gagné certains esprits, et elle menace de s'imposer par la loi. Cette idée prend sa source dans une confusion entre égalité du statut juridique et équivalence des rôles. Le principe d'une parité comptable dans la dévolution des fonctions économiques et politiques est déjà en soi un déni de réalité, accessoirement une offense au principe de la démocratie et surtout une humiliation pour la femme que l'on case par nécessité légale dans une assemblée ou un conseil d'administration. Mais ce principe est le paravent d'une visée bien plus pernicieuse, l'indifférenciation totale des sexes, la double mise sous séquestre de la féminité et de la virilité en vue de promouvoir le règne d'un androgyna, et ça c'est grave. Ainsi se profile, à brève échéance, on s'en est rendu compte ce matin avec l'intervention du professeur, la menace d'un monde où l'individu désexué, fils ou fille de personne, sera le rejeton monstrueux du Frankenstein prophétisé par Mary Shelley. Un individu hors sol et sans histoire, rejeton malgré lui d'un Aphrodite high-tech. Il sera conçu en laboratoire, congelé ici ou là, dans un laps de temps indéterminé, puis porté à l'existence ici ou là par le ventre d'une femme. Eh oui, il en faut une tout de même, avant que les robots ne s'en chargent. Un ventre choséifié, loué contre de l'argent comme on loue une machine-outil pour fabriquer un produit. Ainsi se rapproche-t-on d'une société qui sera le mix cauchemardesque du 1984 d'Orwell, du meilleur des mondes d'Huxley, et réalisera, sous couvert du progrès de la science,
les délires de l'eugénisme rêvés il n'y a pas si longtemps dans un pays voisin du nôtre. Nous sommes réunis ici autour de Ludovine pour conjurer cette menace. Dans un monde sans filiation, la personne unisexuée dégénérera en un égo avide, vénal, perpétuellement immature et lugubrement solitaire. Il hurlera en vain son angoisse, tel le personnage pathétique d'Edouard Munch. Il cherchera en vain son identité dans les miroirs tendus par Francis Bacon. Il titubera comme un ivrogne en vomissant des états de conscience à l'état de lambeaux, tels les anti-héros des romans de Simenon. Il sera la synthèse pitoyable de ces paumés modernes en quête d'un moi qui fatalement se dérobe, faute d'ancrage dans un passé identifiable. L'homme sans qualité de Mouzil, la nausée de Sartre, l'étranger de Camus décrivaient déjà une précarité psychologique de mauvais augure. L'homme sans gravité, décrit par le psychanalyste Melman, annonce carrément une sous-humanité où l'inconscient, autant dire la mémoire, n'existera plus, privant l'humain de toute consistance. L'homme tergiversera au bord d'un abîme, le dos au mur, et sa détresse sera sans issue. Nous voulons tous, c'est pour ça que nous sommes là, nous voulons tous éviter cette chute dans l'horreur de l'indifférencié. Pour séduire ces dupes, elle se grime en une avancée de la modernité. Sachons-le bien, indifférencier rime avec modernité. Et rien de plus urgent que de démystifier cette idole, de comprendre qu'elle a dévoyé l'idée de progrès pour en faire une idéologie totalitaire où les couples historiques, le bien et le mal, le vrai et le faux, le beau et le laid, le juste et l'inique, seront supplantés par ce seul couple imbécile, le branché et le ringard. Nous voulons préserver nos ancrages dans l'altérité pour donner un sens, un souffle et des saveurs à nos désirs. Nous voulons exprimer sans complexe notre féminité et notre virilité pour donner un sens à nos effusions amoureuses. Nous voulons qu'un enfant soit le fils ou la fille de sa mère et de son père et puisse inscrire son moi sur une trame généalogique. Cette trame, c'est le ressort le plus fondamental de notre civilisation. Il domine tous nos récits fondateurs, Homère, la Bible. Il est au commencement de toute identité. Nous voulons éviter que dans la confusion des genres suintent des ressentiments préfigurant une guerre des sexes et le retour subséquent à la violence du chaos originel présent dans toutes les mythologies et si bien explicité par le philosophe René Girard. Feu René Girard, hélas. Notre exigence peut être étayée par un sentiment religieux, mais elle relève tout d'abord de l'évidence anthropologique. Le péril, c'est la science sans conscience de ses ambivalences. Le philosophe et théologien Jacques Ellul a analysé magistralement la soumission de nos sociétés aux exigences, aux dictates même de la technique. Elle prétend fabriquer en laboratoire un homme nouveau, promis à l'immortalité, ou quasiment, en niant notre inachèvement et la dimension tragique de notre existence. Cet homme nouveau sera parfait selon les canons de la société de consommation définis par la pub. Toujours jeune, toujours beau, toujours friqué, ludique, transparent, clean, soft. Et tant pis pour les vieux, les handicapés, les pauvres, tant pis pour les êtres en quête d'un lien avec une transcendance. Ceux-là seront de trop dans le paradis des bobos et on les bazardera dans les poubelles de l'histoire, comme disait Lénine qui a mis à mort quelques millions d'inadaptés. Personnellement, je pense, comme l'a rappelé le pape Benoît XVI lors de sa visite en France, notamment son allocution au Bernardin, que la science sans la foi rend fou et réciproquement. Mais si je ne croyais pas au Dieu de nos pères, je m'insurgerais pareillement contre la perspective d'une humanité où la GPA préfigure d'autres avancées rendues possibles par les progrès de la science. Avancées, mais avancées vers où? Vers un enfer programmé par des apprentis sorciers à la solde des forces de l'argent. Car les ventres féminins que l'on loue le temps d'une gestation, pour s'offrir un enfant comme on s'offre un caniche, comme on se fait plaisir en s'offrant un caprice, ce sont les ventres des pauvres payés avec le fric des riches.
Les théoriciens de la lutte des classes, de Marx à Jaurès, auraient tous dénoncé cette infamie. À quelques exceptions près, hélas, leurs héritiers autoproclamés, rouges, roses ou verts, ont trahi la mémoire d'une gauche qui avait jusqu'alors, et jusqu'aux déconstructeurs des années 60, encore des ancrages dans la morale universelle. Requiem pour cette gauche-là. Avancez, oui, des avancées, mais avancez vers où? Vers des espaces sociaux aléatoires qui ne seront plus des patries pour personne. Des égaux sans phare ni balise, ivres de leur souveraineté et surexcités par le système médiatique, ils seront les esclaves ahuris d'un prométhéisme orchestré par le cynisme des marchands d'illusions dans le barnum vulgaire de la société du spectacle. Oui, avancer vers où? Vers une post-humanité de fauves acculturés. Sous les apparences de la décontraction libertaire moderne, des prédateurs démoralisés, au sens strict du terme, seront les jouets de pulsions nihilistes. On les voit poindre, il en a été question ce matin, dans le désastre programmé de la pédagogie moderne. Et je pense que mon ami Olivier Vial va en dire quelque chose tout à l'heure. Oui, on les voit poindre dans ce désastre, mais on les retrouve parfois une bombe à la main, quand la haine de soi et des autres a atteint son point de non-retour. Nous refusons cela. Nous voulons affronter notre avenir et préparer celui de nos enfants en toute liberté, mais en toute conscience de notre héritage. La liberté vraie n'est pas l'ouverture des vannes des pulsions qui mènent à la barbarie par le truchement de l'indifférencié. On en revient toujours là. La liberté vraie prend acte de nos déterminations, de nos filiations, et elle s'en fait une arme pour affronter les aléas de l'existence. L'héritage de notre civilisation est précieux. Il mérite notre gratitude. Le voilà menacé de partout par les faux prophètes de ce faux paradis des scientistes. Faux et mortifères, car oublieux de toute mémoire. Défendons notre civilisation, tel est le seul enjeu politique pertinent. Les joutes qui amusent et abusent l'opinion occultent l'essentiel. Il nous incombe de l'imposer au cœur du débat public. Cela a été également rappelé ce matin. Le vrai clivage opposera les gardiens du temple de l'altérité, vous, sous toutes ses splendeurs, à ceux qui veulent la détruire pour encaserner la postérité d'Adam et Ève dans leur insignifiance bobo ou gaucho, comme on voudra. Défendons l'altérité. Elle fonde la conscience de soi et par voie de conséquence, le besoin inné de tendre les bras vers l'autre. C'est une question d'honneur autant que de saine raison. Et puis, soyez certains que si nous sommes, pour le moment où paraissons être, à rebours de l'ère du temps, je suis sûr que les historiens à venir nous en rendront justice. Merci de votre attention, bon courage. Innovation pour Denis. Allez. Denis, vous avez mis le feu. Merci en tout cas de ce cadeau que vous nous avez fait. Je n'aurai pas l'outrecuidance de résumer votre intervention. Je retiens simplement que vous avez rappelé quels étaient en fait les fondements de notre civilisation, en citant en fait Homère, Ovide, Orwell, Huxley, etc. Voilà, et la Bible, exactement. En tout cas, vous avez dit qu'effectivement, il ne fallait pas, qu'il fallait toujours s'ancrer dans la réalité. Il faut aussi, en fait, toujours s'ancrer dans cette culture dont vous nous avez rappelé, en fait, un certain nombre d'effleurons.